Bonsoir, où en sont les travaux de la Y4? Le ministre de l'équipement routier était sur le chantier de la voie de contournement du Grand Abidjan. Il s'est dit satisfait de l'avancement, vous le verrez. Le Salon international de l'audiovisuel a ouvert ses portes ce lundi à Abidjan. Initié par le ministère de la Communication, le SICA est une tribune d'échange et de rencontre entre les acteurs du secteur. Et ce 20 novembre est la journée mondiale de l'enfance, l'occasion de rappeler que les enfants ont aussi des droits, notamment à la vie, à la santé, à l'éducation, à la protection et au respect de leur identité. Mais d'abord, ce match Côte d'Ivoire-Gambie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match qui s'est soldé par 1-2-0 pour la Côte d'Ivoire avec un but de Christian Kwame et Seko Fofana, plaçant ainsi la Côte d'Ivoire en tête du groupe F. Je vous le disais en titre, le ministre de l'équipement routier Amédée Kouakou était sur le chantier de la Y4 ce lundi. Il a constaté l'état d'avancement des travaux auxquels le Premier ministre a fixé comme date butoir le 10 décembre pour leur achèvement. Nadja Eja, Kimo Eric. Après la visite en compagnie du Premier ministre le 26 octobre dernier, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier est à nouveau sur le chantier de la voie Y4 pour suivre l'évolution des travaux. Première étape de ce périple, la sortie est d'Abidjan qui part de la zone industrielle de Yopougon à la station de péage de Thomassé en passant par le stade des Bimpé. Sur ce tronçon, les travaux sont quasiment achevés. Si on regarde bien, pour accéder au stade des Bimpé, il y a deux voies. Donc si on part du troisième pont de Yopougon, en passant par la prison civile jusqu'au stade des Bimpé, tout à l'heure vous avez vu que le chantier il est terminé. Il ne reste qu'à mettre la signalisation verticale, c'est-à-dire les panneaux. C'est tout ce qui reste. Sinon, la route, tout est terminé. Donc aujourd'hui, on peut arriver à Ebempe avec une voie, 2 fois 3 voies. Après cette étape, le ministre a parcouru la section de la Y4 qui relie le stade des Bimpé au carrefour du boulevard Mitterrand à la Riviera. Le premier lot donc, qui part du carrefour Mitterrand ici, jusqu'à la route d'Alépé, qui fait environ 13 km. Vous voyez que tous les ponts, en dehors d'un seul, tous les ponts sont construits, il ne reste que la route. Du carrefour d'Alépé jusqu'au stade de Bimpé. Là-bas, on a beaucoup plus de montagnes, donc il y a beaucoup plus de ponts à construire que nous avons quasiment terminé. Les travaux avancent bien, mais nous sommes convaincus qu'à l'échéance que le monsieur le Premier ministre a indiqué, on pourra donc au moins accéder au stade sur cet ouvrage-là. Donc, à la date indiquée le 10 décembre, nous allons donc, en partant du Mitterrand, avoir une route circulable. Même si l'autoroute n'est pas entièrement terminée, mais on pourra donc rouler sur la route jusqu'au stade de Bimpé. Le ministre s'est dit satisfait de l'ensemble des travaux de cet ouvrage de contournement qui pourra venir en appui à la principale voie d'accès au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé. C'est le premier salon du genre en Côte d'Ivoire. Ce lundi, s'est ouvert à Abidjan le Salon international de l'audiovisuel. Pourquoi maintenant et quel est son objectif? Le reportage de Nadja Eja et Kimo Eric. C'est dans une ambiance riche en couleurs que les acteurs du secteur audiovisuel et cinématographique se sont retrouvés à la première édition du SICA, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Venus massivement pour cette grande première, les acteurs du cinéma attendent beaucoup de cette initiative. Ça répond à un grand besoin de pouvoir à la fois se concerter sur des grandes questions qui concernent notre domaine et aussi de pouvoir projeter l'extérieur, de pouvoir rencontrer, faire venir en tout cas des gens qui peuvent être intéressés par nos productions, notre culture et de pouvoir échanger, faire du business. Ça montre déjà l'engagement de l'État, ça montre la préoccupation que l'État a de faire en sorte que ce secteur-là soit encore plus connu, encore plus structuré, encore plus développé. On attend de ce salon-là qu'il ne soit pas un salon de plus, mais qu'il soit un salon qui arrive à toucher les thématiques, à toucher les mots du secteur et puis surtout à les résoudre. On a besoin de pouvoir avancer ensemble. On espère qu'on sortira des discours et qu'on sera dans la pratique et que voilà, ça ne soit plus juste de l'art, mais qu'on puisse vivre de notre art, que les mécanismes puissent se mettre en place. Le SICA se veut un cadre d'échange autour du thème pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain
pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. Durant 48 heures, conférences, panels, rencontres d'affaires vont meubler ces assises initiées par le ministère de la Communication. Le SICA veut écrire avec vous de beaux scénarios qui vont nous permettre de produire des contenus authentiques, originaux, inspirés pour les chaînes de télévision, les médias en ligne, les réseaux sociaux de notre continent et pourquoi pas du monde. Le secteur de l'audiovisuel est un secteur économique dynamique qui peut contribuer énormément à la création de richesses et doit donc être financé comme toutes les autres industries. L'audiovisuel et le cinéma ivoirien connaissent ces dernières années un regain d'activité à l'arrivée des chaînes de télévision privées et à la production de films à succès. 30 ans, Nostalgie Côte d'Ivoire à 30 ans d'émissions, 30 ans de musique et de partage. La radio a sérieusement décalé à célébrer cet anniversaire en grand samedi avec un concert géant offert à ses plus fidèles auditeurs. Nadja Eja, Bénédicte Silué, Cheikh Bleu. Concert géant à Yopougon ce samedi 18 novembre. Nostalgie, la radio sérieusement décalée, célèbre en communion avec ses auditeurs 30 années d'existence. Certains ont même effectué le déplacement depuis l'intérieur du pays pour ne pas se faire compter l'événement. Ceux qui étaient à Miyagi, avec la radio Nostalgie, on ne s'ennuie pas. Comme c'est notre anniversaire, nous sommes venus fêter les 30 ans. Je suis quitté depuis à Benbourou. Je suis arrivé ici à cause de Nostalgie. Parce que c'est une radio sérieusement décalée. 30 années à distiller du bonheur dans le quotidien des populations, avec des animateurs ravis d'avoir apporté leur pierre à l'édifice. J'ai fait 15 ans et c'est que de belles aventures, de beaux souvenirs, beaucoup de travail et puis on a été toujours numéro 1 et ça fait vraiment chaud au cœur. La naissance de Nostalgie a créé beaucoup d'engouement chez nous qui étions jeunes à l'époque, en 1993. On a suivi un mouvement qui nous avait déjà tellement enthousiasmés et on a trouvé un environnement de travail professionnel qui nous a permis de grandir. Pour Ange Guéhi, premier responsable de cette radio, célébrer ses 30 ans est une fierté, d'autant plus que le rétroviseur affiche un parcours positif. Être là pendant 30 ans et rester numéro 1, c'est un bilan largement positif. Les objectifs, c'est de continuer à moderniser la radio. Vous savez, Nostalgie, à la base, c'était une radio française, avec un style français qui a été adapté par les pionniers. On a pris la relève. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de toujours continuer d'apporter cet ancrage ivoirien, africain, mais surtout d'être révélateur de talent. Moderniser la radio, on va maintenant vers la web radio, donc avoir un peu plus de vidéos, mais surtout d'avoir des émissions modernes. Si Nostalgie a pu s'imposer dans le milieu de l'audiovisuel, c'est grâce à la qualité de ses programmes, parmi lesquels le Chika Chika Boom, le Crazy Morning, l'Afterwork, les canulars de Caboret et depuis peu le Nostafoot. Et ce 20 novembre est la journée mondiale de l'enfance. À cette occasion, nous prenons les commandes comme ce soir parce que notre voix compte et pour rappeler que nous avons aussi des droits. Madoché Kwasi. La Journée internationale des droits des enfants a été instaurée par les Nations Unies en 1954. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Ce traité international reconnaît aux enfants des droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la protection et au respect de leur identité. Cette journée est l'occasion de rappeler l'importance d'initier des actions concrètes pour améliorer la santé et le bien-être des enfants. Le thème de l'édition 2023, à savoir pour chaque enfant, tous ses droits, invite au respect de tous les droits des enfants, sans exception. Un message d'autant plus important qu'aujourd'hui, les droits des enfants sont encore bafoués à travers le monde. Un enfant sur 6 n'est pas scolarisé. 1 million d'enfants sont victimes d'exploitation sexuelle. Plus de 365 millions d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté. Cela doit changer selon les organisations de défense des droits des enfants. Les enfants doivent pouvoir réaliser leur potentiel au sein des sociétés qui respectent leurs droits, d'où l'importance de cette journée.
Et merci à Marie-Sam pour cette brillante présentation. Dans le reste de l'actualité, les organes en charge de l'organisation des élections dont la sous-région sont en conclave depuis ce matin. Au menu partage d'expériences notamment, comme le précise dans cet élément Salif Yelekwe et Fulgence Kissiedou. Institutionnaliser les processus d'apprentissage pour améliorer la gestion électorale est la thématique centrale autour de laquelle sont réunis les membres du RESAO, le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Bien plus qu'un partage d'expérience, pour des élections apaisées, ces assises de la capitale économique ivoirienne présentent de nombreux enjeux. Au-delà des grands efforts de notre réseau, de s'auto-évaluer régulièrement, d'échanger les bonnes pratiques et de l'accompagnement des partenaires pour améliorer nos processus électoraux, force est de constater que d'importants défis demeurent sur l'issue des résultats des scrutins. Les expériences politiques dans notre espace communautaire questionnent sur la compréhension et l'appropriation des règles par tous, certes par le personnel électoral, mais également par les acteurs politiques, les institutions de l'État et par tout citoyen en général. Le symposium laissera place à l'Assemblée générale du RESAO qui a lieu, il convient de le noter, au moment où s'achève le mandat de 2 ans que mes pairs du RESAO m'ont confié. Les partenaires, entre autres la CEDEAO, la République d'Allemagne et le PNUD, ont réitéré leur soutien à cette structure ouest-africaine. Occasion également pour le secrétaire permanent du RESAO, Dr Francis Gabriel Oquet, promu à un nouveau poste, de faire le point de ses actions. Avant les élections dans la région, et connaître que le réseau des commissions électorales organise une mission post-électorale pour réfléchir sur les recommandations des missions d'observation. Parce que les missions d'observation, un autre aspect est de faire des recommandations pour l'amélioration du cycle électoral dans le pays. Et je pense que ça a toujours été un succès lors du mandat de la CEI. Ces assises seront marquées par plusieurs communications relatives aux contraintes politiques, juridiques et institutionnelles contre les réformes électorales, au rôle de la technologie dans les processus électoraux, à l'intégration des questions de genre et des groupes marginalisés dans les programmes de réforme électorale. Créé en 2008 en tant que fêtière des OGE en Afrique de l'Ouest, le RESAO est composé de 15 commissions électorales, des membres de la CEDEAO, et a pour principale mission de promouvoir la conduite d'élections pacifiques, équitables et crédibles, pour des résultats acceptés par toutes les parties prenantes. Tous ces acteurs ont d'ailleurs salué le bon déroulement du processus électoral, apaisé, au Libéria. La fonction de commissaire de justice s'est enrichie de 23 nouveaux agents ce lundi. La cérémonie officielle marquant la prestation de serment de ces nouveaux commissaires a eu lieu à la Cour d'appel d'Abidjan en plateau et en présence de la hiérarchie judiciaire. Mardoché Kwasi, Tanguy Conan. Je le jure. C'est par cette déclaration solennelle que chacun des 23 nouveaux commissaires de justice marque son entrée officielle dans cette fonction, née en 2018, de la fusion des fonctions commissaire-priseur et d'huissier de justice. Un acte qui marque l'engagement de ces fonctionnaires de justice à se conformer à la loi et à travailler en toute transparence. C'est la fusion des ex-commissaires-priseurs et des ex-huissiers de justice. Nous sommes auxiliaires de justice avant d'entrer en fonction pour poser des actes, pour donner leur caractère authentique, donc effectivement de façon solennelle. C'est un peu comme devant Dieu, vous venez dire que tout ce que je vais faire désormais, vous pouvez compter sur moi. Ce sera vrai, jusqu'à inscription de faux. C'est ça le sens de cette prestation de serment. Les nouveaux commissaires de justice abordent leurs nouvelles fonctions avec sérénité et enthousiasme. C'est d'abord une satisfaction qui m'anime, un état d'esprit de confiance. Notre défi aujourd'hui, c'est d'abord relever le défi suite à la mission que l'État nous a assignée et puis également de satisfaire au mieux les justiciables. On commence une nouvelle carrière, on se sent heureux. On aborde ça sereinement puisque c'était notre passion depuis le départ et donc on ne fait que continuer notre passion. La nomination des 23 nouveaux membres de la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire est intervenue les 6 et 14 septembre et le 4 octobre 2023 par arrêté. Vendredi, les acteurs du secteur des mines de différentes régions de la Côte d'Ivoire se sont réunis dans la capitale politique autour d'un atelier pour une meilleure contribution du secteur des mines dans le pays, comme nous le montre Stéphanie Poté dans cet élément. Redynamiser le secteur minier pour une meilleure contribution au produit intérieur brut était la problématique développée au cours d'un atelier entre membres du secteur minier vendredi à Yamoussoukro. Aujourd'hui, le secteur des mines contribue très peu au PIB.
Mais pour lui permettre, de la vision du monsieur le ministre, du président de la République, de faire du secteur des mines le second levier de l'agriculture, ça passe par des outils. Ça, c'est l'un des outils pour redynamiser, relancer mes collaborateurs qui sont en région, pour nous permettre de faire le suivi, apporter une bonne contribution significative et leur donner les moyens pour retourner en région. Bien que ce secteur soit en pleine effervescence, notamment grâce à la mise en œuvre de nouvelles réformes, il contribue à seulement 4% au PIB. Une difficulté causée par le phénomène de l'orpaillage illégal. Nous-mêmes, on est responsables. Ce n'est pas seulement le secteur des mines. Vous-même, quand vous rentrez chez vous, quand vous allez chez vous au village, essayez de parler à vos parents. Ils pensent qu'ils gagnent de l'argent alors qu'ils ne gagnent absolument rien. Si on organise en GVC nos parents pour leur permettre de faire une exploitation saine et respectueuse de l'environnement, on sera beaucoup plus gagnant. Cet atelier avait aussi pour objectif de mieux outiller les acteurs du secteur pour la lutte contre ce phénomène. Et un mot de sport avec l'Assemblée générale élective, la Fédération ivoirienne de basketball qui est prévue le 2 décembre prochain. La campagne est officiellement ouverte depuis samedi. Parmi les candidats, le sortant Mahama Koulibaly qui veut un autre mandat pour la continuité de sa vision. Salif Yadekwe, Armel Zozo. Mahama Koulibaly, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, rempile pour un autre mandat, le 2 décembre prochain, à l'occasion de l'Assemblée générale élective de l'organisation. Samedi, devant les présidents de clubs et autres amoureux de la balle au panier, Mahama Koulibaly a dévoilé ses ambitions en se basant notamment sur les actions menées au cours de ces dernières années. On ne peut pas réaliser un programme sans les hommes de qualité, sans les hommes qui accompagneront le projet. C'est pour cela que les valeurs que nous avons essayé d'indexer sont importantes, surtout la valeur de vision partagée, d'union autour de la vision, de comprendre la nécessité de la stabilité pour avoir une pérennité et pour réaliser des succès pour la Côte d'Ivoire. Les éléments essentiels, l'aréna, ça nous donne de l'émotion. La maison du basketball, une propriété à nous, c'est assez passionnant. Avoir une académie fédérale, c'est quelque chose de... Pour la jeunesse, on est assez heureux. Faire des grandes compétitions ici pour remplir les salles, ça, je pense que on a montré un soupçon de savoir-faire. Il faut concrétiser, mais c'est avec les hommes. Mahama Koulibaly revendique 11 sessions de formation dont 5 à l'intérieur du pays, 20 terrains réhabilités dont 14 à l'intérieur du pays. Un bilan de réalisation enrichi par des innovations allant dans le sens de la promotion du basket local, avec l'instauration des MVP par journée, la médiatisation des championnats locaux, l'organisation historique des All-Star Games, la résurrection des ligues, l'exposition des playoffs et surtout l'organisation professionnelle autour des équipes nationales. Au titre des lauriers, l'on note 2 médailles de vice-champion d'Afrique chez les hommes en A et en A' et une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde, avec à la clé une 2e place historique au niveau africain au classement FIBA Monde. Le meilleur encadreur sportif, lors de la dernière édition du Prix national d'excellence, compte sur les électeurs pour poursuivre son mandat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous et à toutes sur NCI.